tous les bâtiments, tous les ponts, tous les objets construits sont soumis à des forces. La force inévitable étant bien entendu le poids. Alors pour résister à ces efforts, tous ces objets, tous ces bâtiments, tous ces ponts ont une structure. Par exemple, si je prends un objet du quotidien, une étagère, cette étagère, elle est soumise au poids des livres et à son propre poids. Et pour répondre à ces sollicitations, à ces efforts, nous avons un élément horizontal, la planche, qui va ramener les charges sur les appuis. Cet élément horizontal va assurer la fonction de pontage. Et puis, les charges vont descendre au sol par les éléments verticaux qui assurent la fonction de supporter. Ainsi, si c'est ici mes deux éléments verticaux qui vont supporter et mon élément horizontal qui va ponter, à la moindre sollicitation horizontale, tout va s'écrouler comme un château de cartes. Il faut assurer une troisième fonction qu'on va appeler contreventer. Pourquoi le mot contreventer? Pour contrer le vent. Une des grandes sollicitations gênantes pour les bâtiments, c'est l'action du vent. Et pour reprendre les forces de cette action, on doit contreventer les bâtiments, et notamment, dans le cas d'une étagère, on pourra par exemple mettre des diagonales. Et on va voir que tous les objets construits, tous les bâtiments, tous les ponts, sont composés d'éléments qui, seuls ou ensemble, répondent aux trois fonctions structurales. Donc ponter, supporter, contreventer. Alors, pour répondre à ces fonctions, il y a différentes formes. Ainsi, pour la fonction ponter, il y a trois formes que tout le monde connaît, qui sont l'arc, la poutre et ce qu'on va appeler la chaînette. Pour supporter, il y a la colonne et la suspente. Et pour équilibrer, il y a différentes formes, par exemple la diagonale qu'on vient de voir, ou des noyaux. Et c'est la combinaison de ces différentes formes qui va permettre de réaliser les bâtiments. En quelque sorte, c'est un langage. Les mots, le vocabulaire, ce sera arc, poutre, chaînette, colonne, suspente, diagonale, noyau, etc., etc. Les règles de la stabilité, ce sera la grammaire, et la construction, l'assemblage de ces éléments suivant ces règles, sera le langage des structures. Prenons d'abord l'arc, qui est la plus ancienne structure élaborée. Il suffit de penser au pont que construisaient les Romains. Cet arc-ci est composé de claveaux, qui sont les blocs, et ces blocs sont en compression l'un contre l'autre. Et cette compression descend jusqu'au pied de l'arc, et là, elle donne naissance à des efforts qu'on appelle poussées d'arc, qui doivent être reprises soit par des culées, donc par l'extérieur, soit par un tirant à l'intérieur. Ici, j'ai deux culées, et si je retire cette culée, l'arc s'effondre. Nous avons reconstruit l'arc, et maintenant nous avons placé un tirant. Je peux donc supprimer les culées, et la stabilité de l'arc est toujours assurée. Les efforts de poussée d'arc sont repris par le tirant en traction qui bloque l'arc de l'intérieur. Voici donc le palais 5 du Heysel, ou plutôt la structure du palais 5 du Heysel. La structure est composée de 12 arcs en béton armé, de 86 mètres d'ouverture et de 31 mètres à la clé. Donc 31 mètres entre le sol et le haut de l'arc. Alors cet arc en béton armé, qui résiste bien à la compression, est appuyé aux deux extrémités sur des fondations. Ces fondations sont des pieux en béton moulés dans le sol. Il y a des pieux verticaux pour reprendre la charge verticale, et il y a des pieux inclinés pour reprendre les poussées d'arc au pied de l'arc de chaque côté. Alors si je regarde cet arc, et si je regarde le visiteur qui est dans le palais, le visiteur se trouve au-dessus de la ligne qui joint les pieds de l'arc. Donc le visiteur est dans la structure, le visiteur est dans l'arc, ce qui ne sera pas toujours le cas. Un autre exemple d'arc, nous sommes ici maintenant au XVe, XVIe siècle, à l'église du Sablon.
où les arcs sont en pierre et composés de claveaux. Ici, on a des arcs nettement plus petits que ceux du Palais 5. On a 9,5 mètres d'ouverture et on voit les arcs de la nef dont les poussées horizontales sont reprises par des tirants en fer. Nous allons maintenant donc parler de la deuxième forme de pontage, la poutre. Alors la poutre est très probablement la première forme de pontage qui a été utilisée. Imaginez que vous êtes un homme préhistorique, vous avez à passer une rivière, vous prenez un tronc d'arbre, vous déposez le tronc d'arbre et vous passez la rivière. Ici, j'ai un ravin relativement étroit, avec mon petit tronc d'arbre, je peux le passer. Si le ravin commence à être plus large, il faut que je trouve une autre solution. On peut penser à l'escabelle, par exemple. Je prends deux éléments, je mets un tirant et je peux déjà franchir une plus grande portée. Si le ravin est encore plus large, je suis gêné, là je ne parviens pas à trouver de solution immédiate. Mais je pourrais utiliser deux petites escabelles. Mais si je me contente simplement de ces deux petites escabelles, elles vont basculer. Donc on va ajouter une barre en compression à la partie supérieure. Et ainsi de proche en proche, je peux construire ma poutre en treillis. Une autre approche, c'est de travailler avec des carrés. Donc, je vais au travers de petites barres, en les articulant les unes aux autres, former des carrés. Et je vais assembler ces carrés pour former des poutres. Mais pour que ces carrés assemblés forment une poutre, il faut que chacun des carrés soit indéformable. Alors, il y a trois manières pour rendre les carrés indéformables. D'abord, les remplir d'une plaque, et ce sera les poutres à âme pleine. Une deuxième manière, c'est de mettre des diagonales, comme on le voit ici. Et une troisième manière dont nous reparlerons est de bloquer les angles, de mettre des goussets. Ici, dans la partie centrale, on a mis des goussets souples, rien que pour montrer le fonctionnement, mais on voit bien que rien que ces petits goussets, qui encombrent beaucoup moins l'espace que les diagonales, rendent ces carrés indéformables. Alors, cette poutre a été mise au point par l'ingénieur belge Vierendeel aux alentours de 1900, et c'est une poutre à grand raideur qui est tout à fait indiquée pour les ouvrages de chemin de fer. Quand on fait un pont de chemin de fer doit être beaucoup plus raide qu'un pont routier, parce qu'il faut bien entendu éviter que lorsqu'un train, masse très importante, arrive à grande vitesse sur le pont, que le pont se déforme trop et que le train déraille. Et donc, on voit à partir du début du XXe siècle un grand nombre de ponts en Belgique et dans tous les pays où l'industrie belge exporte sa charpente métallique, des ponts Vierendeel de ce type. Voici donc une application de la poutre Vierendeel. C'est un pont ferroviaire qui passe au-dessus du canal à Anderlecht. Alors, ce pont est constitué de deux poutres Vierendeel d'une quarantaine de mètres de long et qui font 4,50 m de haut. Et on voit bien sur la maquette les membrures inférieures, les membrures supérieures, les éléments verticaux qui forment en quelque sorte les carrés et les éléments arrondis qui sont les goussets pour assurer l'encastrement entre les éléments verticaux et les éléments horizontaux. Une usine, c'est un grand espace couvert par de grandes poutres. Alors, il y a la première possibilité, c'est de mettre les poutres les unes à côté des autres et de recouvrir ça d'une toiture plate. Mais alors, comme le bâtiment est grand, il y aura peu de lumière au milieu. Une manière de résoudre ce problème, c'est non pas de mettre la toiture du haut des poutres, du haut de la poutre précédente, du haut de la poutre suivante, etc., mais d'aller plutôt du haut de la poutre 1 au bas de la poutre 2, du haut de la poutre 2 au bas de la poutre 3, du haut de la poutre 3 au bas de la poutre 4, etc. Et les poutres sont ainsi chaque fois dégagées, peuvent être vitrées et apporter de la lumière naturelle à l'intérieur du hall de l'usine. C'est ce qui a été fait aux entrepôts A de Tour et Taxi à Bruxelles au début du XXe siècle, en 1904, où nous avons des grandes poutres d'une soixantaine de mètres de portée et qui ont à peu près 7 mètres de hauteur. Les poutres sont inclinées, ce qui permet de raccourcir la longueur des pans de toiture et de faire ainsi une structure plus économique. Après l'arc et maintenant la poutre, nous avons exploré les deux premières formes de pontage. Il nous en reste une troisième à explorer, la forme de la chaînette.
nous allons maintenant explorer ensemble la troisième forme de pontage, la chaînette. Alors, d'abord, pourquoi chaînette? Si on prend une chaîne, qu'on se la met entre les doigts, on la suspend, elle prend une forme géométrique qu'on appelle la chaînette. J'ai ici une structure en chaînette, et cette structure en chaînette est un peu l'inverse de l'arc. Imaginons l'arc en compression. Si je pousse sur mes deux doigts, j'ai un risque d'instabilité. Je sens bien que mes doigts peuvent partir dès que la pression augmente. Par contre, si je tire, et on le verra plus tard dans les colonnes et les suspentes, c'est beaucoup plus stable. Donc la chaînette peut être beaucoup plus fine que l'arc. Mais elle a alors l'inconvénient de cet avantage. Elle peut être beaucoup plus fine, donc elle sera beaucoup plus légère. Donc elle sera très instable sous l'effet des actions extérieures. Alors j'ai deux manières de stabiliser les chaînettes, parce que d'une manière générale, on n'aime pas les choses qui bougent, que ce soit pour un pont ou pour une toiture de bâtiment. On pourra la charger, la lester, donc y mettre du poids pour assurer sa stabilité. C'est pas tellement heureux puisqu'on a la chance d'avoir une structure légère et on la charge. Une autre approche sera de la prétendre. Je peux, au moyen d'autres chaînettes, ici on a la chaînette principale et puis on a deux chaînettes secondaires qui fixent ce point dans l'espace. Et donc ma chaînette ici est prétendue par les deux autres chaînettes. Voici la toiture de l'auditoire Paul-Émile Janson de l'Université libre de Bruxelles, qui est un bel exemple de structure en chaînette utilisée dans le bâtiment. Alors, la toiture est composée d'un réseau de câbles qui sont distants de 2 mètres dans les deux directions. On aura nos câbles longitudinaux qui sont d'abord horizontaux ou inclinés, mais en ligne droite. Et puis, progressivement, on va tendre des câbles transversaux de manière à avoir une surface à double courbure. Alors, tous ces câbles mettent les arcs en compression et, comme nous l'avons vu tout à l'heure, sous l'effet de ces sollicitations, les arcs ont tendance à s'ouvrir avec les poussées d'arc. Il y a des colonnes inclinées qui reprendront ces efforts et les pieds de ces colonnes sont bloqués par un tirant en dessous du bâtiment. Nous avons donc vu comment ponter par l'arc, la poutre ou la chaînette. Maintenant, il nous faut ramener les charges au sol en utilisant la fonction supportée. Alors, la forme la plus évidente de la fonction supportée, c'est la colonne, comme ces colonnes-ci en font, par exemple. Alors, le diamètre ou la section des colonnes est déterminé par, bien entendu, le matériau qu'on utilise, mais surtout par le risque de flambement. Alors, qu'est-ce que le flambement? On le voit ici, c'est un peu comme la canne de Charlie Chaplin. Si une colonne est sollicitée dans son axe, elle risque de se dérober et on dit qu'elle risque de flamber. Alors, pour éviter le flambement de la colonne, on peut bien entendu en augmenter le diamètre. Mais ce n'est pas nécessairement la méthode la plus efficace, parce qu'elle nous fera consommer de la matière, par exemple. Quoique, on peut augmenter le diamètre en la faisant creuse. Mais on peut aussi travailler sur la liaison de la colonne au monde extérieur. Alors, la colonne de référence, c'est la colonne biarticulée. Elle peut tourner en pied, elle peut tourner en tête. Il est très facile de la faire flamber. Si j'augmente son diamètre, il est toujours articulé en bas et en haut, mais c'est vraiment beaucoup plus difficile à la faire flamber, mais la solution a été très consommatrice de matière. Si on travaille sur les liaisons au monde extérieur, au reste de la structure, je peux ici empêcher la rotation des extrémités de la colonne et on voit ici que la colonne ne tourne pas, ni en pied ni en tête, et le risque de flambement est beaucoup plus faible, il est beaucoup plus difficile de faire flamber la colonne. Et je peux encore améliorer, je peux la bloquer à mi-niveau, et je vois ici qu'il est aussi beaucoup plus difficile de la faire flamber quand je réduis sa longueur de flambement. Alors, la colonne, quand on parle colonne, on pense à un élément vertical qui sert à reprendre des charges verticales en se comprimant pour ramener ces charges au sol. Il y a bien entendu plusieurs autres types de colonnes, un peu plus sophistiquées, un peu plus architecturées, dont les colonnes en arbre, par exemple. Alors, l'idée de la colonne en arbre est de partir d'une colonne et ensuite
de la faire se multiplier comme les branches d'un arbre. Quel est l'avantage? Du point de vue de l'utilisateur du bâtiment, on limite le nombre de colonnes et du point de vue de la toiture, on garde où on a un grand nombre de points d'appui de la toiture. On le voit notamment sur ce petit exemple. On part de 4 colonnes, on se limite à 2 colonnes évasées, ce qui permet de diviser le nombre de colonnes par 2 au niveau du sol, tout en gardant le même nombre de points d'appui en toiture. Alors, on a vu déjà un type de colonne, la colonne en arbre, mais les colonnes se différencient surtout par les matériaux qui sont utilisés pour les réaliser. On avait vu tout à l'heure une colonne en fonte, il y a des colonnes en acier, il y a des colonnes en béton armé, on va en voir, et le mur en maçonnerie est quelque part aussi une colonne. Alors, le premier exemple concret que je vous présente est une maison de l'architecte de Koning, la maison d'Autremont qui date de 1931. C'est une maison moderniste, ce qu'on pourrait appeler grossièrement l'architecture de Le Corbusier. Cette maison a une structure en béton armé, dans laquelle les murs en maçonnerie, qui sont murs porteurs et cloisons, sont ici remplacés par des colonnes et des poutres. On voit par exemple la colonne ici dans la partie centrale, et l'utilisation, le remplacement de murs par des colonnes et des poutres permet ce qu'on appelle le plan libre, de dégager l'espace, de dégager l'architecture et le cloisonnement de la rigidité, on va dire, des murs porteurs. Nous allons voir un autre exemple de colonne, mais plutôt cette fois-ci des colonnes métalliques de petit diamètre. Ceci est l'auvent de la station de métro Sainte-Catherine, un des 2 auvents. Et en regardant la maquette, on voit qu'il y a ici un très grand nombre de colonnes qui sont très fines. Et il y a environ une 50aine de colonnes qui supportent une plaque métallique, une tôle métallique de un peu plus de 3 cm d'épaisseur, qui fait 3,50 m de large sur 35 mètres de long. Et ces colonnes sont inclinées, ce ne sont pas toutes des colonnes verticales. Fort heureusement d'ailleurs, parce que si toutes les colonnes étaient verticales, la toiture n'aurait aucune stabilité horizontale, ne serait pas contreventée. Qu'est-ce que l'ingénieur et l'architecte ont fait? Ils ont incliné les colonnes dans toutes les directions pour reprendre le vent dans toutes ces directions. Mais bien entendu, quand on regarde des colonnes, tout ça a l'air aléatoire, mais il faut que la totalité des inclinaisons soit nulle. Il faut en quelque sorte que l'effet des inclinaisons vers la gauche équilibre l'effet des inclinaisons vers la droite, de même vers l'avant et vers l'arrière, pour que la structure soit stable. Nous avons donc vu une première manière de supporter, de ramener les charges au sol, qui était la colonne. Il en existe une seconde, la suspente. Alors la suspente va faire monter les charges pour ensuite les faire descendre. On pourrait se dire, quel est l'intérêt d'utiliser cette méthode indirecte, puisque de toute façon, on devra terminer par une colonne pour ramener les charges au sol. Le premier intérêt de la suspente par rapport à la colonne, c'est qu'elle peut être plus fine, puisqu'elle n'a pas de risque de flambement. C'est ce que nous voyons d'ailleurs dans cette maquette. On a repris une barre comparable aux barres de la maquette précédente, on tire dessus, et bien entendu, on n'a aucun risque de flambement, ce qui permet à section égale de prendre un plus grand effort ou, à effort égal, d'avoir un diamètre plus petit et un encombrement visuel moins important. Un autre intérêt de la suspente est de supprimer des colonnes qui seraient spatialement gênantes. Par exemple, regardons ce pont. Une poutre supportée par cette colonne. Ces colonnes sont chacune peu chargées, haute, élancée, et elle risque de flamber. L'idée est de remplacer ces 7 colonnes par une grosse colonne. On ne prend plus la charge en direct, mais par des suspentes en indirect qui convergent toutes vers le sommet d'un mât qui va s'appuyer sur une colonne unique. Ce qui augmente déjà son diamètre rien que pour prendre l'effort et ce qui diminue le risque de flambement. Alors, ce type de système est utilisé couramment dans les grands ponts. Et nous allons voir un exemple d'un futur pont en région de Bruxelles-Capitale qui utilise le même principe. C'est un pont qu'on appelle haubané. Ici, on a le canal et le tablier du pont
donc qui est la dalle sur laquelle les véhicules vont circuler, est suspendu à 6 haubans. Donc on pourrait imaginer, si on prend la réflexion de tout à l'heure, qu'il remplace 6 colonnes qui seraient impossibles, qui seraient dans le canal. Puis alors tous les efforts de ces haubans sont ramenés au sommet ou dans la partie supérieure d'un mât. Si on s'arrête là, bien entendu, ce mât serait soumis à des efforts horizontaux et aurait tendance à s'incliner, voire à se rompre. Et pour éviter cela, ces haubans sont prolongés par 5 autres haubans de l'autre côté qui s'ancrent dans une culée contrepoids. L'utilisation de ces suspentes est évidente donc pour ce genre d'ouvrage. Mais les suspentes s'utilisent aussi en bâtiment. Là, elles sont plus discrètes, mais apportent aussi des avantages qui, dans certains cas, sont significatifs. Un des exemples intéressants en région bruxelloise est le Berlaymont. Alors, la structure du bâtiment fonctionne de la manière suivante. 2 voiles en béton montent. Au-dessus de ces voiles en béton, il y a des poutres avec de grands porte-à-faux. À ces poutres sont suspendues des suspentes qui reprennent les planchers qui sont appuyés donc sur les suspentes et sur les 2 voiles en béton. Si les plateaux étaient appuyés sur des colonnes, on aurait par exemple à l'intérieur du bâtiment des colonnes de 30 à 40 cm de diamètre tous les 6 mètres. Ici, les suspentes qui ne risquent pas de flamber sont des plats métalliques qui vont faire une quinzaine de centimètres de large sur 2-3 cm d'épaisseur et leur finesse permet de les glisser dans les châssis. Et donc, quand on est sur les plateaux du Berlaymont, eh bien, il n'y a pas d'éléments de structure visibles, puisque les suspentes font partie visuellement des châssis, et on a un bâtiment qui apparaît sans colonne, et donc une belle légèreté visuelle dans le bâtiment. Donc nous avançons et nous arrivons progressivement à la fin de notre voyage. Nous avons vu les 3 formes de pontage, l'arc, la poutre et la chaînette. Nous avons vu les 2 manières de supporter, donc de ramener les charges au sol, en direct par la colonne, en indirect par la suspente. Et comme nous l'avions dit au début, si on se limite à ces fonctions de pontage et à ces fonctions de supporter, on fait des châteaux de cartes. Et il va falloir équilibrer tout cela, il va falloir contreventer les bâtiments, contrer le vent, résister aux actions des forces horizontales. Alors, regardons ça sur cette maquette. On a ici une ossature faite de colonnes et de poutres, et cette ossature est souple. Dans la réalité, bien entendu, pas aussi souple que ça, mais insuffisamment résistante. Alors, il y a plusieurs manières de la contreventer, de la raidir. Une des manières, ce serait d'y placer des diagonales, comme nous l'avons vu au début dans l'étagère, et c'est ce qui est utilisé au Centre Pompidou à Paris et qui est très visible en façade. Une autre manière, utilisée principalement pour les bâtiments élevés, est d'y mettre un noyau, d'utiliser un noyau de contreventement. Donc on a ici, on met un noyau. Il faut bien entendu que ce noyau soit bloqué et donc ce noyau est colonne vertébrale du bâtiment et il assure la stabilité horizontale de l'ossature. Nous illustrons le contreventement par ce bâtiment qui est la tour PS, actuellement PV, à côté du Botanique. Quel est l'intérêt de cette maquette? Double. D'une part, on voit bien le noyau de contreventement et ce noyau de contreventement est particulier puisqu'il est ici en charpente métallique. En Europe, en Belgique, nous sommes plutôt d'une technologie béton. Alors ce bâtiment-ci, qui est l'œuvre de l'architecte Van Kuijk, qui a passé la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, est d'une technologie, on va dire, américaine, technologie que l'architecte avait côtoyée aux États-Unis. On voit donc le noyau formé par les poutres en treillis et noyau qui est ancré dans le socle du bâtiment et qui assure la stabilité horizontale du bâtiment. La structure des bâtiments doit donc être contreventée pour résister à l'action du vent, mais il faut bien entendu aussi que les bâtiments soient globalement stables sous l'effet du vent.
On peut regarder ça sur ces deux maquettes-ci. Ces maquettes-ci représentent la partie supérieure octogonale de la tour de l'hôtel de ville de Bruxelles. Alors, les maquettes sont identiques du point de vue de leur géométrie, mais pas de leur poids. Il y a une maquette légère et une maquette lourde. Alors, sous l'effet d'une force horizontale, la maquette légère va tomber très facilement. Par contre, sous l'effet d'une force horizontale, la maquette lourde va être beaucoup plus stable, il sera beaucoup plus difficile de la faire tomber. Si je la compare à la tour Eiffel, donc la tour Eiffel qui fait un peu plus de 300 mètres de haut est très légère, c'est une charpente métallique très aérienne. Et donc, pour assurer sa stabilité, vu sa grande légèreté, elle doit en quelque sorte écarter les jambes. Elle doit avoir une grande base et la base de la tour Eiffel fait 125 mètres pour 300 mètres de haut. Donc, on a un élancement, un rapport hauteur-largeur de 2,4. Donc, on a d'une part un bâtiment léger qui doit avoir une large base pour assurer sa stabilité, et d'autre part une tour lourde, dense, qui peut se permettre une plus petite base, un plus grand élancement pour assurer sa stabilité. Au cours de notre voyage au pays des structures, nous avons donc rencontré les trois fonctions structurales et les formes qui y répondent. La fonction ponter-couvrir, avec les arcs, les poutres, les chaînettes, la fonction supporter avec les colonnes et les suspentes, et la fonction de contreventement. Vous avez maintenant tous les outils du comment ça tient qui vous permettent d'aller vous promener en région de Bruxelles-Capitale, d'aller à la rencontre des bâtiments et des ponts, de vous laisser guider par vos intuitions, par votre intuition, pour en comprendre le fonctionnement. Bonne promenade.